C'est bon. Bon, bah ok. Donc je me représente, hein, Mesa Takaoka, Range Computing. Donc une petite présentation. Donc dans un premier temps, je voudrais juste faire une petite, un petit intro humoristique. En fait, juste pour vous ouvrir les yeux sur l'impact énergétique que nous on a tous dans notre quotidien. Donc, bon, je vous laisse le temps juste de lire et de regarder un petit peu l'image, enfin l'illustration, parce que je la trouve assez drôle. Je l'ai récupéré cet après-midi. Et ensuite, encore une petite étude, donc un audit récent fait sur 50 organisations, donc que ce soit de la PME ou de la grande entreprise. Donc, indique qu'il y a à peu près 10 ordinateurs, 3 imprimantes, un point d'accès Wi-Fi, un ou deux autres équipements numériques pour 10 salariés, ainsi que près de 3 serveurs informatiques pour 100 salariés. Alors ça, en l'occurrence, c'est pour type d'entreprise, type lambda, classique, pas trop ce que font en fait des studios d'animation, parce que les studios d'animation, vous pouvez imaginer que les serveurs, il y en a beaucoup plus sur la partie calcul. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous dire en fait qu'au niveau impact énergétique, il y a beaucoup en fait de préjugés sur les data centers. La partie magenta, c'est globalement ce que la France a consommé en électricité en 2015. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 476 TWh. Et la partie bleue, c'est ce qui représente la partie des appareils numériques. Donc, tout ce qui est ordinateur, serveur, réseau, téléphone, tablette, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la partie magenta, enfin pas la magenta, c'est Cyan, enfin, en réalité, c'est pas magenta, vous auriez pu me corriger hein, d'ailleurs. En fait, c'est essentiellement la consommation domestique. Donc, quand vous utilisez le chauffage, la lumière, et aussi toute la partie industrielle et la partie BTP, hein, ça veut dire toutes ces entreprises qui construisent des maisons et des bâtiments, qui sont très énergivores. Donc déjà, on voit que la partie numérique représente un peu plus de 10% de la consommation totale en France. Et sur cette partie numérique, donc les 56 TWh, eh bien, vous voyez ici comment c'est composé. Donc, dans un premier temps, ce qui consomme le moins, c'est les infrastructures réseau. Donc, tout ce qui est autour des antennes 4G, 5G, bon, bientôt, le Wi-Fi, etc. Sachant que cette partie-là, en fait, va consommer de plus en plus, puisque, pour vous donner un ordre d'idée, la 4G consomme 24 fois plus que le Wi-Fi, en termes d'énergie. La partie serveur vient en deuxième position, donc les serveurs d'entreprise et les data centers. Donc ce que vous possédez dans votre entreprise, et puis moi je me considère plutôt côté data center, ça représente 10 TWh en 2015. Vous remarquerez par exemple que sur la partie appareils terminaux professionnels, donc les écrans et les PC, ça consomme déjà 2 fois plus que ce que font les serveurs et les data centers. Donc ce que vous utilisez quotidiennement avec votre ordinateur, l'écran allumé, etc. Et ensuite, les appareils mobiles, donc tous vos téléphones, vos tablettes, ça consomme aussi beaucoup plus que tous les ordinateurs. Donc, en fait, c'est juste pour attirer votre attention que là où il y a peut-être des efforts à faire, c'est peut-être pas sur les data centers, c'est probablement dans votre quotidien à vous, tout simplement. Donc, le fait de consommer, d'utiliser, d'allumer des lumières, de regarder la télé, d'aller sur Instagram, Facebook, tout ça, ça consomme, bien sûr. Mais c'est l'appareil que vous utilisez, parce qu'on est des milliards à l'utiliser, qui fait que c'est très énergivore, tout simplement. Bon, j'enchaîne en fait sur cette partie-là, sur la vraie introduction en fait Range Computing. Donc pour vous dire, qu'est-ce que c'est que Range Computing? C'est une société qui a été fondée en 2006, qui est basée à Paris, dans le 18e, fondée par Julien de Souza et Frédéric Louguet. D'ailleurs, Julien est parmi nous hein, dans la salle. Donc il est là, vous allez voir, si vous vous tournez, vous allez le reconnaître. Donc Julien et Frédéric. Donc il y a un site qui s'appelle rangecomputing.com, il y a 19 personnes qui travaillent dedans, 15 à temps plein, 4 à temps partiel. Sur la partie développement logiciel, on est 6. Sur la partie support, on est 4. Et sur la partie infra, on est 3. Donc après tout le reste, vous devinez, c'est le back-office, la partie marketing, la partie commerciale. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, voilà à quoi ressemblait Ranch en 2010. Bon, à l'époque, Julien occupait un petit appartement dans le 16e et il avait 128 tours avec des processeurs Pentium. Et bon, je vous passe la vidéo que j'ai pu voir avec tout le branchement électrique qui était derrière. C'était vraiment horrible. Mais bon. Donc voilà. Et maintenant, en 2020, voilà à quoi ressemble le Ranch.
Donc c'est un vrai data center avec un vrai système de refroidissement, on va dire dimensionné pour tous les ordinateurs qui sont équipés, enfin qui sont présents. Ici, des petites vues un petit peu plus propres, un petit peu plus, on va dire, enfin qui vous montrent en fait un peu plus en détail, on va dire les baies. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 500 serveurs CPU. Donc ça représente 27 000 corps, avec un indice Cinebench de 4 millions. Ce sont des serveurs qui sont soit à 128, soit 256 Go de RAM. Bon, la plupart maintenant sont à 256. Nous avons aussi une partie GPU, donc une centaine de serveurs. En réalité, on en a 88 des serveurs GPU, qui représentent 1,8 million de corps, avec un score Octane Bench de 118 000. Et sur la partie éco-responsabilité, en fait, on a commencé, bon déjà on s'est associé avec un fournisseur électrique qui s'engage à réinjecter en fait 100% d'électricité verte dans tout ce qu'on a consommé. Donc ce qu'on a consommé en électricité, lui, il s'engage en fait à le réinjecter sous forme d'électricité verte. Et on a commencé en fait à équiper notre data center de BOCP. Donc BOCP en fait c'est Open Compute Project. C'est une initiative de Facebook qui date de 2011 et maintenant tous les grands groupes comme Apple, Cisco, Microsoft, etc. qui ont des data centers ont pris cette initiative d'intégrer ce projet OCP. En fait, ce sont des baies qui consomment moins, tout simplement, et qui en fait amènent une manière plus intelligente, on va dire, de constituer un data center sous la forme énergivore. Comment on peut récupérer en fait la chaleur produite, parce que forcément tous ces ordinateurs produisent beaucoup de chaleur. Voilà. Donc, en fait, l'idée du Ranch, en fait, c'était un peu de mutualiser la puissance de calcul. Globalement, en fait, l'année 2019, on a eu à peu près 5000 utilisateurs actifs. Alors, imaginez, en fait, ces 5000 personnes, s'ils avaient eu besoin d'avoir leur propre serveur en interne. Et nous, on en a 600. Avec 600 serveurs, on a pu combler les besoins de 5000 utilisateurs. Et donc, pour info, parmi ces 5000 utilisateurs, on a 75% qui sont en dehors de la France. Donc, on a des clients aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, au Japon, au Brésil, en Chine aussi. Et on a traité en 2019 plus de 100 000 render jobs. Donc, en fait, un job, c'est soit une image ou soit une séquence d'images. Donc, en réalité, je ne sais pas combien d'images on a calculé. Mais si quelqu'un nous soumet 500 images à calculer, pour nous, c'est un job, tout simplement. Au niveau des industries que nous ciblons, l'industrie des VFX, de l'animation, de l'architecture et de l'industrie. Donc on est relativement large. Alors au niveau des moteurs, on supporte tous les modeleurs du marché, Max, Maya, Blender, C4D, etc. Et au niveau des moteurs de rendu, sur la partie CPU, vous pouvez visualiser ici les moteurs de rendu que nous supportons. Il y en a un, par contre, Guerilla, qui est plutôt en bêta test chez nous. Mais sinon, tous les autres, en fait, on les supporte sans problème. La partie GPU, donc Octane, FStorm, ARL, Redshift. Et c'est la partie CPU-GPU, donc Arnold, Véret, Maxwell, Cycle et Indigo. Sur la partie service, alors globalement, comment ça fonctionne pour pouvoir nous solliciter ? Bon, globalement, nous, en fait, on s'est positionné assez tôt sur une approche. On va en premier plutôt travailler avec des petites structures ou des freelances qui n'ont pas les moyens en fait, de s'équiper d'une render farm, qui ont plutôt tendance à tout calculer sur leur propre PC de production pour créer du contenu. Donc, et en fait, on s'est dit, tiens, probablement eux ont des besoins. Donc, c'est un service de rendu en ligne qui passe par notre site internet. Voilà. Hop. Et globalement, les profils d'utilisateurs pour ce type de rendu, ce type de service, c'est plutôt des freelances, des petits studios et des petites équipes 3D au sein de grandes entreprises. Parce qu'il y a aussi des grosses boîtes qui ont aussi une équipe 3D. Je peux citer l'exemple de Vinci, Bouygues, qui ont des spécialistes de la 3D. Bon, c'est des petites équipes, en général, parce que leur vrai métier, c'est pas de faire des images comme vous. Mais ils ont aussi très souvent besoin en fait, de faire des rendus. Donc le gros avantage en fait, que nous, on essaie de promouvoir au travers de ce service en ligne, c'est déjà, vous n'avez pas besoin de gérer des licences logicielles ou d'OS, puisque c'est nous qui les avons achetées. Et en fait, globalement, on se charge de calculer vos images, c'est tout. Voilà. Donc, globalement, gros avantage avec cette approche-là, c'est que vous n'avez pas besoin de compétences IT, donc, puisque vous n'installez pas vos propres logiciels, vous passez par nos services.
Globalement, comment ça fonctionne? C'est ce que j'ai fait gagner tout à l'heure. Vous achetez des crédits de rendu et ensuite vous les consommez en nous soumettant des tâches de rendu, tout simplement. Voilà. Il n'y a aucun coût de transfert de fichiers, parce que ceux qui connaissent un peu les plateformes comme Amazon ou Google, eux, facturent ce genre de choses. Et il y a aussi un autre type de service qu'on appelle les coûts de cache. En fait, là, en l'occurrence, nous aussi, on n'a pas de coût de cache sur cette partie-là. Je fais un petit clin d'œil en fait à Philippe, puisque tu en avais parlé la dernière fois. Voilà. Donc, à quoi ressemble notre site? Ça ressemble à ça. Donc là, c'est la version anglaise. Lorsque vous créez en fait un compte, par défaut, vous avez 30 crédits de rendu offerts. Donc vous pouvez y aller sans problème. Et ici en bas, vous voyez déjà les principaux modeleurs qu'on supporte. Et la voici ici la version française. Vous pouvez tout à fait switcher sur une version française, puisque nous sommes de toute manière basés à Paris. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas en fait, de version francophone. Voilà. Alors juste un petit exemple concret de quelqu'un qui était passé par notre service. Donc c'était un studio qui s'appelle Quad Spinner, qui avait à l'époque développé un petit générateur de terrain pour, je ne sais plus comment il s'appelait, le War Machine je crois. Et il nous avait demandé de calculer son trailer. Alors globalement, donc c'était un projet qui a été fait sur 3ds Max et Corona, donc ça avait 840 frames à rendre en Full HD. Chez eux, sur un seul PC, donc vous voyez ici les caractéristiques de la machine, ça leur prenait 3 jours et 13 heures. Voilà pour les 840 images. Chez nous, ça a pris 1h25 en mode CPU low. Alors, en fait, il y a différents modes on va dire, de calcul chez nous. En CPU low, ça sous-entend en fait 32 machines qui sont utilisées. Après, vous avez CPU medium qui passe à 64, CPU high 96 et CPU elite qui est à 192. Voilà. Donc si la personne était passée à CPU high, donc 96 machines, il aurait calculé son animation en 30 minutes. Voilà. Voilà. Donc forcément, plus vous augmentez le nombre de serveurs, plus ça coûte. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ici une tranche. Les 840 images ont coûté entre 145 et 362 € hors taxe. Voilà. Donc les 200 € que j'ai offerts vous permettront sans problème de calculer les 840 images ici. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, il me reste combien de temps? Bon, c'est juste pour vous donner quel est le film qui a été calculé. Ok, je vais un petit peu accélérer. Dans ces cas-là, c'est un générateur de terrain. Je vous laisserai la vidéo est disponible sur notre site. Alors, on a un autre type de service qui est la location de serveurs physiques, en passant par une liaison VPN ou fibre optique. Bon, globalement, là par contre, alors ça c'est un service qu'on a développé un petit peu plus tard, parce que forcément on avait envie, on va dire, de travailler avec des studios de plus grande taille. Et là en l'occurrence, on s'adresse vraiment à des studios qui ont un pipe customisé, donc avec beaucoup on va dire, de développement custom fait sur des applications, sur leur modeler, enfin sur leur logiciel de production, type Maya, Blender par exemple. Ou qui ont en fait des gros volumes de rendu à nous soumettre. Globalement, c'est ça, et ils veulent absolument ne pas subir une file d'attente comme on l'a en fait sur le service de rendu en ligne, parce qu'on est en concurrence avec d'autres studios qui nous soumettent aussi des jobs. Là, en l'occurrence, sur cette partie-là, les serveurs vous sont dédiés à 100%. Tout simplement, vous avez juste à définir la durée et le nombre de serveurs que vous souhaitez. Donc globalement, c'est quoi? C'est des serveurs de type bare metal que vous contrôlez en mode remote, par le biais d'une liaison VPN ou fibre noire. Donc c'est en fonction bien sûr, on va dire, de la distance, ce sera soit de la fibre noire, soit de la fibre wave. Là par contre, il va falloir que vous ayez des compétences IT, puisque c'est à vous de déployer vos installations sur nos serveurs. Donc les licences d'OS et logiciels sont à votre charge à ce moment-là. Ce sont vos licences qu'on utilisera, enfin que vous avez utilisées, puisque nous, elles vous sont dédiées les machines, hein, de toute manière. La mise à disposition, la mise à disposition des machines se fait en un jour. Ça veut dire que le matin, quand vous nous dites que vous avez besoin de 40 machines pour 6 mois, le soir même, vous les aurez, tout simplement. Et aucun coût de transfert de fichiers, comme tout à l'heure, et aucun coût de cache. Voilà. Il me reste combien de temps? On est plus ou moins au bout là, mais okay. Là, j'étais un petit peu perturbé par le changement, donc j'ai pas d'horaire précis là. Bon, tu peux en profiter. Ok, j'en profite alors. Globalement, en fait, on a pour le service de rendu en ligne, donc là c'est le premier service que je vous ai expliqué au travers de notre site web, on a développé un petit plugin qui
fonctionne avec 3ds Max, Maya, Blender, Cinema 4D, et on a ouvert une version Houdini récemment, qui s'appelle RoundShaker. En fait, c'est un petit utilitaire qui s'installe dans votre logiciel et qui va vérifier en fait les dépendances de votre projet, donc tout ce qui est XREF, texture, tous les assets que vous utilisez. Et à partir du moment où il détecte aucun problème de liaison, de recherche, enfin on va dire de fichiers non trouvables, bah vous aurez la possibilité de créer une archive, donc un fichier zip qui aura une extension particulière. Par exemple, pour Maya, ce sera un VUA. Pour Blender, ce sera un VUB, un point VUB. Pour Max, ce sera un VU3. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à prendre cette archive, aller sur votre compte Ranch Computing, donc sur notre site internet, et ensuite uploader votre fichier pour nous soumettre le job, tout simplement. Donc c'est vraiment ultra simple. Il n'y a pas plus simple. Globalement, l'utilitaire fait ça. Il y a 2 clics à faire. Il y a juste 2 clics. Un premier clic, vous demandez à vérifier si toutes les dépendances sont correctes et qu'il n'y a pas de chemin de recherche, on va dire, corrompu ou de fichiers introuvables. Et une fois que la vérification est faite et vous dit que tout est OK, bah vous n'avez plus qu'à créer l'archive et après vous n'avez plus qu'à drag and dropper le fichier sur notre site, tout simplement. Et ensuite, ce sera mis dans la file d'attente pour être calculé, tout simplement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez aussi un petit utilitaire qu'on appelle RangeSync qui permet de récupérer au fil de l'eau les images qui sont calculées. Donc si vous nous avez envoyé une séquence d'images, bah, dès la première image calculée, vous allez automatiquement la récupérer sur votre poste en utilisant cet utilitaire. Vous n'aurez pas besoin, alors bien sûr, il y en a d'autres moyens de récupérer des images. En passant par votre profil, vous pouvez tout à fait aussi récupérer ces images avec le bouton Download Image, ou à la rigueur en passant par un accès classique type FTP. Voilà, donc, ça devrait le faire. Bon, j'ai fait plus que. J'avais prévu plus que. C'est très bien. Mais voilà, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Je vais juste en profiter. Je vais passer en fait toutes les vidéos parce qu'elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On va lancer le bêta-test de Houdini. S'il y a des personnes parmi vous qui sont utilisateurs d'Houdini qui veulent bêta-tester notre RangeShaker pour Houdini, n'hésitez pas. Alors là, l'idée, c'est de calculer des simulations Houdini ou les rendus mantra. Mais tu as des vidéos dans les logiciels c'est quoi comme type de vidéo que tu voulais montrer? C'est des vidéos qui sont sur YouTube en fait, qui expliquent comment on utilise le RangeShaker. Tout simplement. Tu peux peut-être ça dure combien de temps? Elles sont très courtes. Tu peux en montrer peut-être une? Ouais, je vais en montrer une. Tiens, pourquoi pas. Qu'on voit le logiciel. Je sais qu'en ce moment, Blender est à la mode. Voilà, Blender, parfait. Alors, voyons. Il y a des gens qui utilisent autre chose que Blender. Bon, globalement, en fait, j'explique comment vous récupérez le plugin pour Blender. Ah, bah dis donc. Il n'a pas voulu montrer Blender. Ok. Voilà. Si, c'est bon, c'est c'est bon. Alors, on récupère le plugin Blender, donc depuis notre site. Voilà, vous avez un gros bouton download, vous ne pouvez pas le rater. Ensuite, vous l'installez. Là, vous avez Blender. Vous avez en fait un petit bouton qui vous permet de créer une archive de votre scène et aussi une vérification de toutes vos dépendances. À partir du moment où vous avez créé ce fichier VUB, ce qui va générer en fait un fichier VUB, vous passez sur notre site internet, vous ouvrez un explorateur Windows, si vous êtes bien sûr sous Windows, et vous avez juste à drag and dropper comme ça le fichier pour qu'il soit soumis au calcul de rendu. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Voilà. Et ensuite, on récupère nos fichiers là-dedans. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, il y a une file d'attente. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à récupérer les images, soit au travers de notre utilitaire RangeSync, ou soit en passant par votre profil, tout simplement. Merci. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ouais, Philippe, déjà, ça, on s'y attendait. Sinon, je lui aurais demandé. Pardon. S'il ne l'avait pas fait, je lui aurais demandé de toute façon. Je suis Simon de Vannes Micros. Plus sérieusement, en fait, je reviens à tes premiers slides, qui pas à propos du range. J'ai l'impression que c'est un peu biaisé en fait ce que tu présentes comme info, parce qu'on est des très bons, clients, enfin on est plutôt des gens assez sérieux en France, parce qu'on n'a pas de data center de GAFA en fait, sauf erreur de ma part. Je demande à... on n'en a pas. Ouais. Et en fait, il y a quand même une grosse partie d'Internet qui passe par eux. Je crois qu'encore, je regarde Franck qui m'avait dit dernièrement que 30% d'Internet c'était chez Amazon, à la louche à peu près.
bien plus que 30%. Donc en fait, c'est pas très représentatif en fait de la réalité. Il y a une étude de Shift Project là qui était sortie, qui font des trucs assez poussés. Ils avaient dit qu'en fait la consommation du numérique dans le monde, ça représentait à peu près l'Espagne. L'Espagne ? Ouais, et que ça prenait 30% par an au niveau mondial. Donc, moi j'ai entendu 10%. Et alors faut juste qu'on regarde en fait les. Parce que moi en fait, alors faut faire attention parce qu'on parle du numérique, ça englobe tout. Ça englobe pas que les data centers, ça englobe aussi les ordinateurs, la téléphonie et aussi la partie réseau. Et le deuxième truc que tu dis sur le fait que les users personnels, c'est en part. Ouais, c'est en part, c'est plus important. Mais en fait, c'est plus facile d'éteindre un data center et d'éteindre 1000 machines, parce que c'est ça à peu près ce que ça représente un data center à l'heure actuelle, pour en avoir allumé quelques-uns à coup de 1000 machines. Et de les éteindre que d'aller chercher une personne par une personne pour éteindre un iPad ou un iPhone. Donc ça serait, moi je serais curieux d'avoir plus de granularité là-dessus pour comprendre un peu plus ce truc et de voir aussi qu'est-ce que ça représente la consommation des Français en numérique au niveau international. Alors, parce que par exemple Gmail, tout Google, on le consomme sans le consommer sur les frontières. Je suis d'accord. En fait justement j'allais rebondir là-dessus, c'est exactement là-dessus que je vais rebondir, c'est que faut pas oublier que la consommation des data centers, c'est essentiellement du stockage. Nous, on ne fait pas de stockage, déjà, on fait que du calcul. Mais c'est vrai que quand vous ne supprimez pas un email, il est stocké et il consomme, tout simplement. Donc même votre spam, il consomme. Voilà. Donc là-dessus, il faut aussi avoir une certaine conscience et de temps en temps nettoyer votre boîte email. Ça fait du bien aussi à la planète. Il y avait une autre question, je crois. C'était toi, Tristan, ou c'était... Du coup, faisant de la simulation sur Ziva Dynamics, je me posais la question, et les simulations Maya dans tout ça, c'est Bifrost ou tu parles Bifrost ou autre plugin qui pourrait... Alors Maya pour l'instant c'est que du rendu, mais c'est un sujet qu'on peut lancer, tout à fait, et je suis super ouvert pour développer cette partie-là aussi. Notamment la simulation de cache alambic. Oui. Dans ces cas-là volontiers. Moi je suis partant pour qu'on ouvre un topic en interne chez nous pour développer ça. Il n'y a pas de souci, je suis super ouvert. Une dernière question ? Non ? Très rapide alors. Super rapide. Pourquoi le VU de VUA, VUB ? En fait, c'est lié à l'historique de Ranch. Initialement, quand Fred et Julien ont créé le Ranch Computing, ils avaient décidé au début de le dédier au logiciel Vue. Et ensuite, en fait, ça n'a pas marché. Donc c'est là qu'ils se sont dit il est peut-être temps en fait d'ouvrir d'autres softs, et là d'un coup l'activité a explosé, mais ils ont gardé l'extension. En réalité c'est un zip avec une extension customisée tout simplement. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Meza, et puis merci pour les crédits. Donc maintenant on va passer à la publicité CG Wire. Enfin du sérieux. Alors,